Merci à tous d'être là. Merci à ceux qui sont venus de tout près, de la Haute-Loire. Merci à ceux qui ont fait l'effort de venir de très loin. On a des amis qui sont de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Nord, de l'Est. Et merci surtout d'avoir, une fois encore, répondu à mon appel dans ce lieu que j'aime tant, dans ce lieu auquel je suis si attaché. J'en profite pour présenter mes excuses à tous ceux qui n'ont pas pu avoir de place. On a été obligé de limiter le nombre de places assises sous le chapiteau, et j'ai bien entendu le message. L'année prochaine, il va falloir qu'on pousse les portes du chapiteau pour qu'il y ait plus de place pour accueillir tout le monde. Merci à tous. Alors tout à l'heure, nous monterons ensemble au sommet de cette montagne. Oh, c'est pas un colosse. Mais quand j'étais petit, chaque année, avec maman, nous faisions l'ascension du Mézin. Et moi, j'avais l'impression que c'était l'Himalaya. Parfois, il faisait mauvais, parfois il pleuvait, parfois il y avait du brouillard, et parfois le ciel nous souriait comme aujourd'hui, avec ce temps superbe. Et quand on arrivait là-haut, il y avait cette croix protectrice qui nous attendait. Et il y avait ensuite cette vue inoubliable qui va du Mont Blanc jusqu'au mont du Cantal. Et j'avais l'impression que dans mon regard, il y avait toute la France. C'est ici que j'ai appris à aimer ce qu'est notre pays. C'est ici, dans ce lieu, où non seulement les paysages sont magnifiques, mais où l'histoire a marqué son empreinte. L'histoire des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'histoire des protestants et des camisards, l'histoire de la République, qui a veillé sur ces communes rurales et qui les a couvertes d'écoles, l'histoire aussi magnifique de la Résistance, avec celle du Mont-Mouchet, aussi bien que l'histoire du Chambon-sur-Lignon, terre des justes. Quand j'étais petit ici, et que je montais cette montagne, j'avais l'impression d'être un héros. Aujourd'hui, quand je la monte avec vous, je la monte en partageant ce que sont mes rêves, ce que sont nos rêves, ce que sont nos ambitions et notre vision pour notre pays. Parce que c'est ici que j'ai nourri beaucoup de mes rêves. Cette France dont nous sommes les héritiers et que je voudrais tant, à mon tour, pouvoir transmettre un jour à mes enfants. Si nous sommes là, c'est d'abord et avant tout pour cela. Merci à tous de votre présence. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de petits calculs politiciens. La politique qui se regarde le nombril est frappée du sceau de la médiocrité. C'est la France dont je veux que nous parlions ensemble aujourd'hui. Que se passe-t-il? Tout en politique est temporaire, sauf la sensibilité profonde d'un peuple. J'aime cette phrase du philosophe Roger Scruton. Et quelle est aujourd'hui la sensibilité profonde du peuple français? Il y a en France, j'en suis convaincu, un mélange d'espoir, d'attente et d'inquiétude. Les Français aiment et sont fiers de leur pays. Mais au plus profond de notre cœur, chacun d'entre nous, nous nous posons aussi cette question. Quelle France allons-nous transmettre à nos enfants? Et les Français ressentent avec tristesse le déclassement, le délitement et la dépression de leur pays. Cette question, nous nous la posons à la fois pour notre niveau de vie. Les Français voient notre pays reculer année après année et les classes moyennes en payer le prix. Et nous nous la posons aussi pour notre mode de vie. Ou pour le dire simplement, les Français refusent de devenir étrangers dans leur propre pays.
Tels sont les deux défis majeurs qui attendent notre pays. Pourquoi je m'oppose à Emmanuel Macron et à sa politique? Pas au nom d'une opposition systématique qui n'a pas grand sens, mais parce que je crois profondément qu'il ne répond à aucun de ces deux défis. Et je n'ai pas changé d'avis. Très tôt, dès l'année dernière, j'avais mis en garde contre les illusions du macronisme. Je pose aujourd'hui cette question simple. A-t-on l'impression qu'au bout d'un an, les choses se sont améliorées dans notre pays? Je le dis très clairement, la situation s'est dégradée dans notre pays. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, la France ne va pas mieux. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, les Français ne vivent pas mieux. Le pouvoir d'achat n'a pas progressé, l'insécurité n'a pas reculé, la bureaucratie n'a pas été réduite, l'immigration massive n'a pas été arrêtée et l'islamisme n'a pas été endigué. Un an après, la France ne va pas mieux. Il y a un an, et c'est bien normal, les Français ont souhaité faire confiance et donner du temps au président qu'ils venaient d'élire. Mais au bout d'un an, les illusions de la communication se sont estompées. Cette rentrée, c'est celle de la fin du mirage du macronisme. Dans cette rentrée, les Français reviennent et se posent cette question toute simple. Qu'avez-vous fait de notre confiance? Où sont vos résultats? Eh bien, je le dis, il n'y a pas de résultats. Et cette première année est un échec. Nous avons depuis le début de l'année la croissance économique la plus faible de la zone euro. Même la Grèce fait mieux aujourd'hui que la France. Le pouvoir d'achat a connu sa plus forte baisse depuis 6 ans. Jamais les Français n'avaient connu, au cours des dernières années, une telle baisse de leur pouvoir d'achat. Les dépenses publiques, Christian l'a parfaitement dit, progressent autant que sous Hollande. Performance assez remarquable, vous le reconnaîtrez. Et nous sommes le seul pays de la zone euro à ne pas avoir réduit sa dette. Dans cette rentrée, les commentateurs nous disent « la croissance fléchit ». Et tout le monde feint de penser que ce serait une nouvelle tombée du ciel. Mais qui a étouffé la croissance? Qui a asphyxié l'activité économique qui partait pourtant sous de bons auspices au début de l'année? Mais c'est Emmanuel Macron qui est responsable de l'avoir asphyxié en ayant autant augmenté les impôts sur les Français. C'est Emmanuel Macron qui a pénalisé la consommation en augmentant les taxes. Et c'est lui qui s'apprête à alourdir encore les contraintes sur les entreprises alors qu'il y a déjà tellement de poids et tellement de contrôle. Nous avions, nous, mis en garde l'année dernière contre l'ampleur de l'augmentation de la CSG et son caractère injuste. Il a balayé tout cela d'un revers de main. Il a créé en un an 8 taxes nouvelles supplémentaires. La facture de l'essence a été alourdie et un ménage payera chaque année d'ici à la fin du mandat pour sa facture de diesel et sa facture de fioul 500 € de plus chaque année. Et je n'oublie pas la politique familiale, les décisions sur les APL ou encore la fiscalité sur le plan épargne-logement ou l'assurance vie. La mauvaise surprise de l'année prochaine sera le prélèvement à la source qui, contrairement à ce qu'on nous raconte, aboutira à ce que les Français feront l'avance à l'État, notamment sur les mesures de crédit d'impôt, ce qui est quand même un comble.
Malheureusement, cette réalité est très simple. Tout a augmenté. Quel est le problème majeur de notre pays? Il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes, il y a trop de charges. Les Français ploient aujourd'hui sous ce fardeau. Les classes moyennes ploient sous cette charge et il ne peut plus y avoir d'ascenseur social parce que tous ceux qui sont au milieu sont asphyxiés par cette fiscalité qui ne permet plus ni de préparer l'avenir, ni de transmettre à ses enfants. Nous avons maintenant le record des prélèvements obligatoires d'Europe. Et jamais les Français n'ont payé autant d'impôts. Nous avons doublé la totalité des autres pays européens. Alors oui, quel est le problème majeur de cette rentrée? Je dis à Emmanuel Macron qu'il est plus que temps de rendre l'argent aux Français. Et je le dis aussi directement que cela, parce que la réalité est aussi simple que cela. Il faut rendre l'argent aux Français, il faut rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et que venons-nous d'apprendre? Exactement l'inverse. Au lieu d'assumer enfin des économies courageuses sur le train de vie de l'État, on vient de nous annoncer que c'est à nouveau dans la poche des classes moyennes que l'on va chercher les efforts. Les retraites et la politique familiale ne seront plus revalorisées en fonction de l'inflation. C'est injuste. Ce que moi j'attends du gouvernement, c'est qu'eux fassent des économies au lieu d'en demander une fois de plus aux Français à leur place. En réalité, Emmanuel Macron n'a rien compris, il n'a rien entendu, il a assommé la croissance avec ses impôts et il refait exactement la même erreur en ce début d'année. Il est temps de lui dire que les Français n'en peuvent plus et sont en colère. Rendez l'argent aux Français. Et pourquoi ne change-t-il pas? Mais tout simplement parce qu'il ne fait aucune économie. Et quand vous ne faites aucune économie, il n'y a pas d'autre choix que ce soit les Français qui fassent l'effort à la place de l'État. Il faut arrêter le gaspillage de l'argent public si l'on veut diminuer les impôts. Le font-ils? Font-ils même l'effort minimal d'esquisser vaguement une tendance permettant d'inverser la lutte contre le gaspillage de l'argent public? Regardons ensemble. Depuis le début de l'année, le nombre d'emplois dans la fonction publique s'est encore accru. Depuis son élection, la dette a augmenté de 40 milliards d'euros. Ce soir, nous nous coucherons. Et quand nous nous lèverons demain matin, la dette aura augmenté de 100 millions d'euros. La dette que nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants. Emmanuel Macron n'a pas compris que la vraie transgression qui était attendue de lui, ça n'était pas de faire chanter un groupe de rap grossier sur le perron de l'Élysée, c'était de rompre avec la pratique française du gaspillage de l'argent public. Mais les Français sont fondés à me demander, mais vous qui parlez, vous qui tenez ce discours en ce moment qui semble plein de bon sens, vous qu'avez-vous fait? Eh bien, je peux regarder les Français dans les yeux en leur disant, vous pouvez venir juger ici, dans une région de plusieurs millions d'habitants, si la famille des Républicains s'applique à elle-même ce qu'elle propose au pays. Nous avons ici en Auvergne-Rhône-Alpes la région qui est la mieux gérée de France. La seule région
la seule région fusionnée à avoir diminué ses frais de fonctionnement. En 2 ans, nous avons baissé nos dépenses de 12%. Et le résultat, c'est que la fiscalité régionale ici n'a pas augmenté d'un centime. Alors qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible, il faut juste une volonté. Il faut un État qui fasse moins de choses, mais qui le fasse mieux, moins de technocratie, moins de pesanteur, moins de contrôle. Si le gouvernement faisait cela, il pourrait baisser les impôts sur les Français. En aura-t-il le courage? Le gouvernement aura-t-il le courage de supprimer tous les régimes spéciaux et d'aligner les retraites du public et du privé? Le gouvernement a-t-il le courage de remplacer le RSA et tous les revenus d'assistanat par une allocation unique qui incite enfin à reprendre un emploi, alors qu'aujourd'hui, celui qui reprend un emploi perd de l'argent? Le gouvernement est-il prêt à augmenter le temps de travail dans la fonction publique pour que ce soit les mêmes règles qui s'appliquent dans la fonction publique et dans la fonction privée, comme nous l'avons fait dans notre région, où nous avons ramené le temps de travail pour l'aligner sur ceux qui étaient le temps de travail de tous les autres Français? Le gouvernement arrêtera-t-il enfin l'aide médicale d'État qui permet l'accès gratuit à notre assurance maladie à des étrangers en situation irrégulière qui n'ont même jamais cotisé pour le système français? Ce que les Français demandent, c'est au fond très simple. Nous sommes prêts à soutenir des vraies économies, à condition qu'en contrepartie, le gouvernement renonce aux augmentations d'impôts qui ont été prévues, et notamment celles sur le carburant, qui n'aboutiront qu'à pénaliser ceux qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Je dis qu'il n'a pas traité les vrais problèmes des Français. Dans cette rentrée, je vois encore un président qui s'agite, qui feint de tout traiter en même temps. Il me fait parfois penser à ce personnage, Tancredi, du Guépard, le roman de Lampedusa, qui décrit la décadence de l'Italie. Avec cette phrase qui résume pour moi beaucoup de choses. Il faut feindre que tout change pour que rien ne change. Emmanuel Macron feint de tout changer, mais en réalité, rien ne change. On réforme le code du travail, mais y a-t-il un employeur qui ait le sentiment que maintenant, les gens reviennent vers lui en disant « si un poste est offert, je me présente pour le prendre ». Tous les employeurs avec lesquels j'ai échangé au cours des derniers mois m'ont tous dit « nous ne trouvons plus personne qui ait envie de travailler ». La réforme du code du travail n'a rien changé. On adopte, Éric, une loi sur l'immigration. Et jamais on n'a délivré autant de titres de séjour en France. C'est du bougisme. Cela peut faire illusion un temps, mais ce temps est maintenant révolu. Alors ne vous y trompez pas. Comme Christian nous y a invités, de façon aussi nette, ne vous y trompez pas. À mesure que les illusions du macronisme se dissipent, notre responsabilité n'en est que plus grande. Car nous devons nous offrir aux Français un autre chemin. Et je le crois profondément, cela passera par l'écoute. Je veux vous expliquer ce que j'entends par là. Je n'utilise pas ce mot en disant « feignons d'écouter vaguement, tendons une oreille ». Parce que je crois qu'en réalité, il y a là derrière toute une maladie de ce qu'est la politique des 30 dernières années.
Il y a dans notre pays beaucoup de bon sens. Il y a dans notre pays beaucoup de Français qui sont courageux et qui sont lucides sur ce qu'est en train de devenir la France et qui refusent de rester silencieux quand ils voient leur pays se détricoter. Il y a dans notre pays une immense majorité de Français qui attendent juste qu'on redonne des fondations au pays que nous aimons. Mais ils ne sont pas entendus. La classe politique, depuis trop longtemps, a perdu ce cap. Elle ne voit plus. Elle ne prend plus la peine d'entendre. Elle s'est laissée progressivement détourner par une petite élite, confite dans ses certitudes, et qui a pris l'habitude de ne plus écouter. Cette petite élite dont on a vu le vrai visage avec toutes les affaires qui sortent en ce moment autour de l'Élysée. Et au lieu de comprendre le peuple, on lui fait la leçon. À l'arrivée, chaque élection se traduit par une déception. Parce que quoi qu'ils votent, les Français ne sont plus écoutés et ils ragent de voir à chaque fois la volonté populaire confisquée par un petit milieu qui lui admoneste des leçons de morale. Vous ne voyez pas ce que vous voyez, vous ne vivez pas ce que vous vivez, vous ne pensez pas ce que vous pensez et surtout vous n'avez plus le droit de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ils ont même inventé ce mot de populisme pour justifier leur censure et faire taire tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Quel mot extraordinaire, qui au fond explique qu'écouter les Français, c'est être populiste et que conduire le pays, c'est tourner le dos à ce que sont les attentes du peuple que vous représentez. Mais quelle arrogance! Mais quel mépris! Et à l'arrivée, l'affaire est entendue, il n'y a même plus besoin de débat. Eh bien moi je crois tout l'inverse. Je crois que faire l'effort quand on est un élu du peuple, faire l'effort d'écouter les Français, c'est aussi cela la noblesse de l'action politique. Et ça vous remet surtout un tout petit peu de plomb dans la cervelle, ce dont beaucoup de ceux qui aujourd'hui exercent les responsabilités auraient grand besoin. Quand je me suis engagé en politique, Isabelle, j'ai fait un choix sur lequel je ne suis jamais revenu, celui d'écouter. Je n'ai jamais pensé que mon cursus m'autorisait à croire que j'avais la science infuse. Et j'ai toujours préféré écouter, apprendre, me remettre en question et comprendre. Quand un artisan dit qu'il n'arrive plus à embaucher et que tous ceux qui viennent repartent à peine au bout d'une journée de travail en expliquant que c'est trop fatigant. Quand j'échange hier avec une personne que j'aime qui habite à côté de Montpellier, qui doit avoir à peu près 70 ans et qui cherchait juste à pouvoir être aidé pendant l'été, qui appelle Pôle emploi pour trouver quelqu'un qui accepte de venir faire des heures de travail chez elle, et que Pôle emploi lui répond « Mais ma pauvre dame, ça n'est pas possible parce que pendant l'été, les chômeurs sont en congé. » Je me dis que notre pays ferait bien d'écouter. Quand les forces de police dans un des quartiers autour de Lyon, Alexandre, m'expriment leur découragement à force d'avoir des équipements dégradés, des voitures qui ne marchent plus, d'avoir le sentiment, Claude, que ceux qu'ils arrêtent ne sont jamais condamnés. Quand ils disent recevoir des consignes venues d'en haut, de ne plus rentrer dans certains quartiers le soir pour ne pas troubler et provoquer les caïds, je me dis qu'on ne peut plus laisser ainsi l'autorité de l'État reculer. Quand Didier, mon ami, me confie parfois ces moments de découragement face au handicap et à l'absence de soutien, je me dis qu'il y a tant de domaines où la solidarité de la France devrait être plus généreuse et tant de domaines, à l'inverse, où on ferme encore trop les yeux sur ceux qui profitent du système. Quand un gouvernement adopte, en dépit du bon sens,
et sans la moindre concertation le passage à 80 km/h au lieu d'investir pour l'amélioration de nos routes. Je me dis qu'ils sont bien loin de comprendre ce qu'est la vie quotidienne de millions de Français, qu'ils soient dans le Cantal ou dans l'Isère, qui vont travailler tous les jours avec leur voiture et pour lesquels c'est le moyen de déplacement quotidien. Quand nos éleveurs, quand nos agriculteurs disent avec l'évidence du bon sens, on nous demande beaucoup d'efforts pour l'environnement et nous le faisons avec plaisir. Mais alors pourquoi, quand on nous impose autant de normes et de règles, laisse-t-on rentrer la viande d'Amérique latine bourrée aux hormones de croissance? Je ne peux m'empêcher de penser qu'ils ont raison et que nous manquons de lucidité. Quand un professeur de Grenoble, professeur d'histoire, m'explique qu'il a renoncé à organiser des voyages de classe à la cathédrale de Reims, parce que certaines familles lui expliquent que ce n'est pas compatible avec leur religion. Quand je passe, Bernard, dans certaines villes de France, et que je ne vois plus le soir aux terrasses des cafés que des hommes, parce que les femmes en ont été bannies, je refuse de me résigner à ce que ce soit cela l'avenir de mon pays. La politique qui n'écoute pas, c'est la politique qui a décidé de ne plus voir le réel. La politique qui ne voit plus, c'est la politique qui ne pourra jamais agir. Et cette politique-là ne pourra jamais redresser la France. Notre sujet à nous, ce n'est pas seulement de reconquérir le pouvoir. Nous avons tant de fois reconquis le pouvoir. Notre sujet à nous, c'est de répondre à cette question simple des Français. Si l'on vous fait confiance, est-ce que vous irez au bout et est-ce que vous ferez le travail que nous attendons? Est-ce que vous vous écouterez et est-ce que vous ferez? C'est cela ce que je vous demande. Mais c'est cette même attitude qui a conduit à nier le problème des migrants. C'est le même mépris qui conduit à sous-estimer les questions d'identité et de sécurité. C'est la même absence de lucidité qui amène Emmanuel Macron à estimer qu'il n'y a pas de crise migratoire. Mais faut-il être aveugle? Faut-il être sourd pour dire cela et ne pas faire face à la réalité? Je ne sous-estime pas la complexité du débat. Mais précisément, je refuse qu'il soit résumé aux méchants populistes d'un côté et aux belles âmes de l'autre. Je comprends très bien le raisonnement de ceux qui disent que du point de vue humanitaire, on doit accueillir. Et qui peut rester insensible au regard de la détresse dont parlait Emmanuel Levinas? Je me suis rendu moi-même à la frontière avec l'Italie. Et comment ne pas être touché par ces visages labourés par l'épreuve? Je comprends ceux qui appellent à la solidarité. Mais je leur dis en même temps que ce débat ne se résume pas, malheureusement, à une succession de cas individuels. Que derrière les cas individuels, derrière les détresses personnelles, il y a aussi l'avenir de notre pays qui est en jeu. Comment ne pas voir que c'est une fausse générosité de priver les pays d'Afrique de leur jeunesse? Comment ne pas comprendre que nous sommes au bout de nos capacités d'intégration et que c'est une fausse générosité d'accueillir ceux que nous n'arrivons plus à intégrer? Comment ne pas voir que cette immigration de masse est aujourd'hui devenue une menace culturelle pour la civilisation européenne? Cette question, nous avons aussi le droit de la poser.
Et il n'y a pas de droit des migrants de s'installer librement partout dans le monde. Il n'est pas normal que nos lâchetés aboutissent à ce que ce soit les passeurs et les mafias qui décident de qui rentre sur le sol européen. Il est temps de sortir du bal des hypocrisies. On ne prend pas l'Aquarius dans les ports français, mais le président de la République accepte de prendre les migrants de l'Aquarius dans nos villes. Mais c'est toute sa politique qui est résumée dans ces faux semblants. La question que se pose aujourd'hui l'Europe, c'est comment répartir les migrants entre les pays. Mais la question que moi je pose et que se posent les Européens, c'est comment arrêter les flux de migrants parce que nos capacités d'intégration ne le permettent plus. Alors oui, Jean, je demande une refondation totale de la politique migratoire européenne. D'abord, il faut avoir le courage d'affirmer que notre politique de l'asile ne peut pas être utilisée pour des gens qui sont en réalité des migrants économiques et qui ne viennent pas de pays où il y a la guerre. Ensuite, il faut, Brice, que les demandes d'entrée en Europe soient faites de l'autre côté de la Méditerranée. Et un refus systématique doit être opposé à ceux qui sont rentrés en Europe sans avoir respecté les règles européennes. De plus, il faut maintenant arrêter ces bateaux qui, à l'image de l'Aquarius, sont en réalité aujourd'hui les complices de la traite des hommes qui est faite par les passeurs. Nous ne devons plus laisser ces bateaux accoster dans les ports européens. Et quand ils arrivent, ils doivent être ramenés sur les côtes africaines. Et enfin, les pays européens doivent mener de vraies politiques de reconduite à la frontière de ceux qui ne se sont pas vus reconnaître le droit d'asile, parce qu'aujourd'hui, dans plus de 90%, quand un demandeur d'asile est allé devant la justice, que la justice de notre pays lui a dit qu'il n'avait pas de quoi prétendre à l'asile, il n'est jamais reconduit à la frontière, ce qui signifie que les lois de la République sont bafouées. Défendre son identité, être attaché à son pays, aimer sa culture, croire à la nécessité des frontières. Eh bien, c'est tout cela qu'Emmanuel Macron a qualifié de passion triste. Et moi, je crois tout le contraire. Moi, je crois qu'il faut des racines bien plantées dans le sol. Moi, je crois à la continuité historique. Je crois à la transmission. C'est même une des raisons essentielles de mon engagement en politique. J'ai une vision pour la France et je veux pouvoir transmettre à nos enfants les racines dont ils seront un jour à leur tour les héritiers. Cela, ce n'est pas une passion triste, c'est notre première fierté. Je crois même que c'est cette fierté qui fait que la France n'est jamais une page finie de l'histoire. Tocqueville portait cette confiance quand il disait ces quelques mots admirables. Toutes les générations sont chez nous, pour ainsi dire, contemporaines. Un homme connaît presque tous ses aïeux et les respecte. Il croit déjà apercevoir ses arrière-petits-fils et il les aime. Il se fait volontiers des devoirs envers les uns et les autres. Et il est prêt à sacrifier ses jouissances personnelles à ces êtres qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore. C'est cela la France. C'est cela notre vocation. Avoir de la fierté pour notre passé, avoir de l'affection pour le présent et avoir de l'ambition pour l'avenir. Notre responsabilité est immense. Faire en sorte qu'il reste quelque chose de la civilisation,
qu'il reste quelque chose de notre art de vivre, qu'il reste quelque chose de l'héritage français pour que la France puisse encore susciter du désir. Notre responsabilité est immense. Vive la République et vive la France!